Quelles sont les actions communes que nous avons réalisées après 59 ans d'indépendance? Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons prétendre que nous avons atteint la maturité politique après 59 ans d'indépendance? Parce que je vous dis que le fait, les actes politiques constituent les baromètres pour un peuple, pour la maturité, mesurer la maturité d'un peuple. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, chers compatriotes, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous, c'est Richard-Antoine Kapeta Kazadi qui vous retrouve dans les cadres de réflexion hebdomadaire habituels sur le Congo. Aujourd'hui, notre thème, en fait, c'est le thème qui a défrayé la chronique toute la semaine, s'intitule « La sécession du Katanga ». Une utopie ou un éventail pour faire chanter la République. J'ai aussi une série de questions que je vais poser parce que notre émission, c'est la réflexion. La sécession du Katanga, est-ce que vous y croyez? Personnellement, je vous dis très sincèrement que je ne vivrai pas de mon vivant, je ne verrai pas la sécession du Katanga, de mon vivant. Le Katanga a été en sécession plutôt en 1960. Alors, c'est la question qu'on doit se poser. Quand on voit tous ces griots qui sont en train de crier aujourd'hui la sécession, on se demande, est-ce qu'ils ont le sens de l'histoire? Il y a eu sécession du Katanga en 1960. Qu'est-ce qui était à la base de la sécession? Qui a instigé cette sécession? Quels ont été les bénéfices de la sécession au profit des populations katangaises? Comment a été mis un terme à cette sécession? Pourquoi c'était une sécession tout simplement qui a vu les jours pour un laps de temps? Bien sûr, le temps a changé. Est-ce que les circonstances ont changé? Donc aujourd'hui, chers compatriotes, nous allons réfléchir là-dessus parce qu'en fait, lorsque je vois les Kivu qui se battent nuit et jour au prix du sang pour se maintenir dans les jurons congolais et qu'il y a d'autres gens qui pensent faire du chantage à la République, faire du chantage au peuple congolais pour parler de la sécession du Katanga. Ici, je dois vous dire que moi, c'est pas ceux qui pensent qu'ils peuvent faire la sécession. Ça le regarde. Mais ils se rendent coupables de l'atteinte à l'unité de la nation. Je dois ici féliciter M. Antoine Gabriel Kyungu Akumanza qui comprend aujourd'hui que ce n'est jamais tard de corriger les erreurs qu'on a commises dans le passé. Ce n'est jamais tard de rectifier les tirs. Ce n'est jamais tard de lire l'histoire. Parce que l'histoire nous apprend énormément de choses et nous pouvons éviter les erreurs en nous basant sur notre histoire, notre passé. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui nient totalement l'Holocauste juif. Et pourtant, elle est réelle, elle a eu lieu. Des gens qui écrivent même pour dire, écoutez, tout ce qui s'est dit sur l'Holocauste juif, c'est de la fabulation. Mais les Juifs ont été tués. Tués non par milliers, mais tués par millions. Les Juifs ont été gazés, leurs biens ont été pris. Beaucoup de leurs richesses ont été arrachées. De la même manière, il y a des gens aujourd'hui qui se donnent le luxe, le toupet, de dire que l'épuration ethnique asséenne n'a pas existé, n'a pas eu lieu. C'est faux.
On n'a jamais chassé les Kassaïens du Katanga. Ce sont les Kassaïens eux-mêmes qui avaient décidé de leur gré de partir du Katanga. Moi, je m'en balance. Que les gens disent comme ça, nous avons le rôle, nous, fils du Kasaï, nous avons le rôle d'enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos arrière-petits-enfants, que nous avons connu un moment pénible de notre histoire, de notre existence. Ils disent que l'épuration ethnique n'a pas existé. Ils ignorent qu'il y a eu des gens entassés comme des bêtes, des sombres dans des gares, sous la pluie, sous le soleil, pendant 2 mois, en attendant un train qui ne se faisait pas voir. Ils ignorent qu'il y a eu des gens, des milices, enivrés, drogués, qui allaient dans des stations de bus où les travailleurs venaient pour aller se rendre à leur travail, les empêchant d'entrer dans les bus. Ils ignorent qu'il y a eu des gens qui se rendaient sur le lieu de travail, dans les ateliers, dans les chantiers, dans les bureaux, pour empêcher les gens d'accéder à leur lieu de travail. Ici, je me servirai de l'adage d'un auteur congolais que j'aime beaucoup. Il s'appelle Passolo Doula. Il a dit, nous n'avons pas oublié. Et nous avons décidé de ne jamais oublier. Le bourreau, lui, oublie facilement ses crimes, mais la victime n'oubliera jamais les affres qu'il a endurées. Fin de citation. Nous n'allons jamais oublier ça. Ils peuvent tromper, ils peuvent écrire des contre-vérités, mais nous connaissons la vérité. Nous savons qu'il y a eu le cimetière le plus long du monde, qui est parti de Sakanya à Ilebo. Nous savons qu'il y a des gens qui ont pris des trains. D'autres ont voyagé pendant 6 mois. Un voyage qui peut se faire dans 3 jours, ils ont fait 6 mois. Très peu sont arrivés vivants, mais dans un état lamentable, squelettique. Nous savons cela. Nous savons qu'il y a eu 2 wagons et des wagons de biens des Kassaïens qui étaient bloqués à Kamina, qui sont perdus parce qu'on voulait le mettre à genoux. Nous savons que c'était quelque chose qui était monté par Mobutu pour mettre à genoux les Kassaïens, pour affaiblir Étienne Tshisekedi, qui était l'homme qui avait voulu faire changer le cours de l'histoire dans le pays. Alors il fallait amener le Kassaïen à se redire, le Kassaïen à maudire Tshisekedi. C'est ça qui était recherché. Il voulait les extorquer politiquement. Or, un soutien politique ne s'extorque pas, un soutien politique se négocie. Donc nous savons réellement qu'il y a des histoires. Mais alors la question que l'on peut se poser, comme je vous disais qu'il y aura beaucoup de questions, la question que l'on peut se poser est celle-ci. Quelles sont les actions communes que nous avons réalisées après 59 ans d'indépendance? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons prétendre que nous avons atteint la maturité politique après 59 ans d'indépendance? Parce que je vous dis que le fait, les actes politiques constituent les baromètres pour un peuple, pour la maturité, mesurer la maturité d'un peuple. Et c'est ce qui s'est passé avec les Kassaïens. Chassés du Katanga. Et quand nous entendons aujourd'hui les recoulements de certains oiseaux qui parlent encore de la sécession, qui parlent des Kassaïens qui seront chassés, nous, on ne doit pas prendre ça à la légère. On ne doit pas prendre ça à la légère. Tous les gouvernements successifs, de Mobutu jusqu'à Joseph Kabila, ils ont minimisé l'épuration ethnique kassaïenne. Je vais vous donner l'exemple. Sakombi, on lui pose la question là-dessus, il dit « Oubliez cette petite affaire-là. Petite affaire, l'épuration ethnique kassaïenne, une petite affaire. Les organisations non gouvernementales ont dénombré plus de 400 000 morts. C'est pas 4 000 morts, c'est pas 40 000 morts. C'est pas 400 000 morts de Kassaïens au Katanga à la suite de l'épuration ethnique. Ils ne mouraient parce qu'il y a eu des maisons qui flambaient partout, qui étaient brûlées. Ils mouraient parce que on les
ceux qui les ont chassés les ont suivis dans les gares pour leur vendre de la farine mélangée à la chaux. Je connais un homme qui témoignait, qui disait qu'il a perdu 6 enfants en un jour. Moi qui vous parle, je suis un enfant des années 60 qui était à la foire, parce que j'ai habité la Ouachi avec mes parents. J'ai vu le Kasaï natal en 62. Mais il n'y avait pas d'université au Kasaï. Je suis remonté au Katanga pour faire l'université. Et en 1992-94, je sors de Kinshasa. Je pars de Kinshasa, de la conférence nationale, où j'étais représenté le Katanga, parce que nous avons préparé cette conférence dans des colloques avec des éminents professeurs, avec le vrai fils du Katanga. Je citerai ici le maître Mbouyou, je citerai ici beaucoup de gens. Nous avons préparé en tant que ressortissants du Katanga pour aller représenter dignement le Katanga à la conférence nationale. Mais j'avais complètement perdu la route du retour vers le Katanga et je me suis retrouvé dans mon Kasaï natal. Et mes enfants sont venus me rejoindre là-bas. Et au Kasaï, nous avons créé un syndicat parce que, en fait, le but du pouvoir qui était en train de nous poignarder, c'était que nous arrivions à maudire Etienne Tshisekedi. Alors, on a entretenu un syndicat. J'étais président de ce syndicat. J'ai réconforté mes frères qui avaient vécu les affres de l'épuration ethnique pour leur dire, écoutez, Tshisekedi n'est pas l'auteur de ceci. Par contre, lui se bat pour qu'un État où on respecte la dignité humaine puisse voir le jour dans le pays. C'est dans ce cadre-là que j'ai fait les démarches pour amener Kibasa à Bujimaï, au Kasaï, afin de prouver à la face du monde que nous n'avions rien contre nos frères du Katanga. Et je dois vous dire ici que les gens disent n'importe quoi. Les Kasaïens sont venus voler nos richesses, les Kasaïens sont invivables. Parce qu'on parle de Kasaïens qui sont venus voler les richesses du Katanga, il faudra que l'on dise un mot sur l'histoire, comment les Kasaïens sont arrivés au Katanga. Lorsque les colonialistes sont arrivés pour exploiter les mines au Katanga, il n'est pas allé chercher les Kasaïens. Il a pris d'abord les populations locales, les autochtones, pour travailler dans les mines. Il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Il est allé à Nyasland. Nyasland, aujourd'hui Malawi. Il est allé en Rhodésie du Nord, aujourd'hui la Zambie, où il a recruté des gens pour travailler dans les mines. C'est ça qui justifie la présence des Nyaslandais, donc des Malawites, au Congo et principalement au Katanga, recrutés pour aller travailler dans les mines. Et il recrutera aussi les Burundais, les Rwandais, mais il réalisera après que mener les étrangers dans les mines, c'est beaucoup de formalités, beaucoup de complications. Alors ils se sont dit, est-ce que nous ne pouvons pas explorer dans les limites de la province du Katanga s'il y a d'autres peuples, d'autres populations qui peuvent venir travailler dans les mines? Et ici, il faut le dire en passant que il y a plusieurs hypothèses qui essaient d'expliquer pourquoi est-ce que les populations locales du Katanga ne se sont pas réellement installés dans les travaux des mines. Première raison, on dit que les Katanga rébutaient les travaux des mines qu'ils trouvaient assez dégradants. C'est une hypothèse. Deuxième hypothèse, on pense que les Katangais, les autochtones qu'on a trouvés là-bas ne pouvaient pas assurer un travail continu de la mine parce qu'aussitôt qu'ils avaient leur chèque du mois, eh ben, ils disparaissaient pour revenir quelque temps après. Donc, ça occasionner l'interruption dans les déroulements du travail. Et troisième hypothèse que nous avons trouvée dans les revues Jukamine, avec des références précises, Francky qui vous dit, voilà, les colonialistes ont trouvé les populations dans un état très, très, très mauvais, très piteux, détruits par la tuberculose, les pans, la maladie du sommeil, la variole, tout un tas d'histoires. C'est la raison pour laquelle ils sont allés ailleurs. Mais alors, parce qu'ils ont trouvé des difficultés avec les populations venues des autres pays, ils vont regarder dans la limite de la province du Katanga. Donc ils vont se rendre à Kabinda, ils vont aller
à Loputa, à Mweneditu, à Bakwanga, pour recruter les gens afin qu'ils aient travaillé dans les mines. Attention, quand ils vont là-bas, le grand-père de Molendambo, l'arrière-arrière-grand-père de Molendambo qui est recruté, ce n'est pas un Kassaïen, c'est un Katangé des souches kassaïennes, Songé, qu'on amène dans les mines du Katanga chez lui. L'arrière-grand-père de Kalala Boudinboué qu'on recrute, c'est un Katangé des souches kassaïennes qu'on amène dans les mines du Katanga pour travailler. Parce qu'en ce moment-là, donc dans les années 1910 jusqu'à 1937, le Cabinda, Loputa, Mweneditu et les autres faisaient partie de la province du Katanga dans les territoires du Olomami. Donc c'était les territoires katangais. C'est ainsi qu'on amènera ce gens-là dans les mines du Katanga. Et les travaux de mine étaient très difficiles. L'exploitant minier, qui était les Belges, il a pensé à mettre en place des œuvres sociales qui pouvaient aider ce gens-là. Il a mis des écoles, il a mis des hôpitaux, il a mis des foyers sociaux, il a créé des centres de formation, des travailleurs, etc. Et comme conséquence de ces œuvres sociales qui étaient créées au profit des travailleurs, ce sont les enfants de ces travailleurs qui sont recrutés pour l'extension du domaine minier de l'Union minière du Haut-Katanga. La même chose dans les chemins de fer. Le chemin de fer, les Kassaïens ont transporté les métaux sur leurs épaules, les traverses sur leurs épaules, pour poser les rails. Les Kassaïens ont fait face à des animaux sauvages qui trouvaient que leur environnement était troublé par les gens qui venaient jeter les rails. Les Kassaïens ont fait tout le travail qui a permis, parce qu'en fait, le chemin de fer est un corollaire véritable pour les mines. Ils ont fait tout le travail qu'il fallait pour installer, pour créer le chemin de fer. Aujourd'hui, par exemple, si on dit, on affirme, on soutient très fort que la société du chemin de fer est une société katangaise, mais je pense que c'est une demi-vérité, parce que le siège de cette société pouvait être à Ilebo, pouvait être à Kananga, pouvait être, par exemple, à Kisangani, etc. Il est au Katanga, c'est comme ça que ça a été décidé. Mais cela ne fait pas que cette entreprise appartient exclusivement aux Katangais. Alors, le problème qui se pose dans tout cela, c'est de comprendre réellement quelle est la place du Kassaïen au Katanga. En fait, le Kassaïen n'est pas venu voler les biens, les richesses du Katanga. Par contre, il est le bâtisseur du Katanga moderne. Il est celui qui a créé la richesse au Katanga. Et lorsque le colonialiste, le colonisateur, voulais-je dire, commence à créer les cités indigènes dans les années 45, etc., les Kassaïens qui est déjà présent, grâce au crédit du fonds d'avance, ils commencent à avoir des terrains qui créent les quartiers qui naissent autour de l'entreprise minière, de l'union minière. Donc, il est parmi les gros de ceux qui ont obtenu le plus de terrain là-bas, sur place. Et les enfants de Kassaïens, ce sont eux qui seront des grands sportifs, on l'a vu. On a vu les Kazadi, les Bwanga, les Kalala, les Mukombo. On a vu des grands boxeurs, Tchunza, Chikuna et les autres. Ils ne défendaient pas le Kassai, ils défendaient le Katanga. Alors, lorsqu'aujourd'hui, on pense que le Kassaïen, lui, n'a pas le droit au Katanga, mais je crois que c'est une mauvaise lecture de l'histoire. Parce que ces Kassaïens que l'on considère comme n'étant pas Katangais, ils sont venus
ils tirent les origines du Katanga, l'Empire Luba. On voit en début du XVIIIe siècle, une partie qui descend. Les Kayokai, ce sont les Baluba qui sont venus de là, qui s'installent là où ils se sont installés. Après eux, ce sont les Luntu qui vont autour de la Mukamba, l'Imberenge. Ce sont les Baluba qui sont venus de là. On voit vers les milieux les autres qui vont s'installer le long de la rivière Loloa. On les appelle les Loa. Leur nom, ce n'était pas le Loa. Ce sont les Baluba. Et vers la fin, ce sont les Luba-Lubinangi qui vont s'installer entre les rivières Lubinangi, les Bakwangache et Tsot. Et là, je vous dis, vous allez nier complètement leurs origines katangaises et vous affairez à les combattre, à les tuer, à les empoisonner, parce qu'on a tenté plus de 2 fois à empoisonner les tanks d'eau à Likasi pour les tuer tous. Le projet a été déjoué en 2 minutes par certains Katangais qui ont compris que nous ne pouvons pas décimer autant de gens pour des raisons qui ne s'expliquent pas. Donc, il faut dire ici que une mauvaise interprétation de l'histoire cause beaucoup de problèmes. C'est là que nous en appelons à ceux aujourd'hui qui parlent de la sécession, mais ils sont en train de jouer avec le feu. Si tous les gouvernements qui se sont succédés ont banalisé ces problèmes d'épuration ethnique, je crois qu'il est temps de ne pas banaliser cette histoire. Parce que lorsque un fou vous menace des morts, il vous dit que je vais vous couper la tête, vous négligez, il va effectivement vous trancher la tête, alors qu'il est pénalement incapable. Il a l'incapacité pénale d'être poursuivi. Il vous a tranché la tête. On a vu Tchombe qui a été embarqué dans une histoire par des Blancs, des colonisateurs, qui voulaient trouver des gens qui soutiennent leur projet. En fait, c'est eux qui voulaient que les Katanga continuent à servir de vaches à lait aux Belges. Ils ont embarqué Tchombe là-dedans, qui n'y croyaient pas, parce que, pourquoi j'ai dit Tchombe n'y croyait pas? En 1965, Tchombe était déjà Premier ministre à Kinshasa. Et les élections de 65, Tchombe avec la CONACO, ils ont gagné l'élection, n'eût été l'intervention de l'armée. Comment quelqu'un qui pouvait vouloir la sécession va se retrouver aujourd'hui au gouvernement central en tant qu'unitariste? Il n'y croyait pas. Et ces rois-clés qui aujourd'hui sont en train de chanter la sécession, ils ne comprennent pas la bêtise à laquelle ils sont en train d'affronter. Alors nous devons absolument, nous ne devons pas privilégier aujourd'hui, nous ne devons pas donner à l'émotion l'avance, le contrôle de toutes les choses que nous avons à faire. Il ne faut pas laisser au sentiment prendre les pas sur la vérité historique. En fait, c'est cela. La vérité historique démontre que les Kasaïs ne sont pas venus comme des concurrents en train de tout casser pour s'occuper au Katanga. Par contre, ils ont été recrutés. Et ici, il faut signaler, dès que, après 1937, dès que la province du Kasaï a existé, les Belges n'ont plus jamais recruté à Kabinda, à Luputa, à Mwenditu et à Bakwanga, parce qu'ils ont tiré toutes les conséquences qu'il fallait. Donc aujourd'hui, je dois vous dire, chers compatriotes, qu'il est temps que nous puissions réellement instaurer un état de droit. Les crimes qui ont été commis au Katanga, et nous nous félicitons qu'il y ait des gens qui voient qu'ils ont commis des erreurs. Même Gonz Karibond, avant de mourir, il a été interviewé par le journal Le Potentiel. Il a regretté ce qui est arrivé avec ce feu du Kasaï. Donc, on doit absolument arrêter cette aventure. On doit l'arrêter parce que nous n'allons plus continuer à tolérer ça. Non, pas du tout. Imaginez, par exemple, le fondateur du royaume Yeke au Katanga. Il est venu de Osumbwa au début du XVIIIe siècle. Il est venu d'Osumbwa. Osumbwa, c'est une région, quand tu arrives en Tanzanie, tu dis, je voudrais aller à Osumbwa.
C'est une région dans le nord-ouest de la Tanzanie. Mais moi, j'ai du respect pour les pouvoirs coutumiers. Il est Katangais à 100%, lui qui est venu de Osumbwa. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu les nouvelles de richesses qui étaient le long du lac, à l'ouest du lac Tanganyika. C'est ainsi qu'il est monté dans l'aventure. Il arrive là-bas, il trouve que les populations locales étaient malmenées par les razzias de Luba, les razzias de Lunda. Il se met en défenseur de ces tribus. Finalement, tous les peuples qui étaient tout autour commencent à lui payer des tribus. Et ils fondent l'empire, le royaume Yeke. Mais est-ce qu'il est moins katangais que les autres? Non. Pourquoi on peut considérer, par exemple, que les Bemba, qui est à la fois au Congo et en Zambie, qui se disent zambiens quand il le faut, quand les circonstances l'exigent, qui se dit congolais quand les circonstances l'exigent, lui, on peut le considérer comme le vrai katangais, mais le Kassaïen, lui, qui n'a qu'une seule patrie, le Congo, on ne peut pas le considérer comme le vrai Congolais, ou plutôt comme ayant droit au Katanga, de vivre paisiblement au Katanga. Mais ça n'a pas de sens. C'est la même chose avec les Chokwe. On les trouve en Angola, on les trouve... Mais ceux qui sont au Congo, qui sont congolais, et ils le sont. Mais le même, ont de la famille de l'autre côté. Quand les choses ne vont pas ici, ils vont dire qu'ils sont angolais. On les accepte. Pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas les Kassaïens comme fils de ce pays? La même chose avec les Bakongo. Et bien sûr, je ne condamne pas le fait qu'on se retrouve à gauche, on se retrouve à l'est, on se retrouve à l'ouest. Parce que cela est dû à la manière dont l'Afrique a été subdivisée, a été divisée. La charcuterie de l'Afrique a été arbitraire. C'est la raison pour laquelle on trouve les mêmes parentés d'un côté et les autres de l'autre côté. Mais le Kassaïen, lui, qu'est-ce que réellement qui fait que lui ne soit pas capable, ne soit pas éligible, ne soit pas digne de vivre à l'aise au Katanga, qui est le territoire du Congo? Moi, je vous dis tout simplement ceci. Même si le Katanga demain devenait un pays indépendant, les Kassaïens vivront toujours au Katanga comme un étranger, parce qu'il y a des Kassaïens, ou si vous voulez bien des étrangers congolais en Afrique du Sud, il y en a en Zambie, il y en a en Angola. Donc les Kassaïens vivront toujours au Katanga comme un étranger. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Les Kassaïens doivent vivre au Katanga comme dans son propre pays. Voilà, chers compatriotes, la réflexion que nous avions aujourd'hui, qui porte sur le thème la sécession du Katanga, utopie ou un éventail pour faire chanter la République. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous attendons vos questions, nous attendons vos suggestions, nous attendons vos emails. Nous devons former une véritable République si nous voulons être un pays digne et respecté à travers le monde.